Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais, juste avant de commencer le cours, j'étais un tout petit peu en retard parce que je vérifiais les questions d'emploi du temps. Je me rends compte quand même que cet horaire-là du matin très tôt est pas très commode. Je suppose que pour certains d'entre vous qui habitez loin, c'est un peu compliqué. Donc j'ai cru voir sur l'emploi du temps qu'il y aurait peut-être une possibilité de placer ce cours le lundi entre 13h et 15h. Non, vous avez déjà cours? Oui, d'accord. Bon, alors si vous avez cours, parce que est-ce que moi je pourrais éventuellement déplacer le cours le lundi, sauf de 17 à 19, puisque j'ai déjà un cours là, enfin quoique je pourrais éventuellement déplacer ce cours que j'ai de 17 à 19 et le placer plus tôt. Est-ce que vous auriez un créneau horaire le lundi après-midi disponible? Tout l'après-midi? 11h, 13h? Mais vous avez cours plus tard. Bon, donc on ne peut rien faire. Ok, donc on garde cet horaire, tant pis. Alors, je vais reprendre là où je me suis arrêté la dernière fois, et je reprends donc avec la question de la structure de la phrase. Donc j'avais insisté sur le fait, mais je vais y revenir aujourd'hui en détail, que dans la description grammaticale, il est utile de partir d'une structure de base, et la structure de base la plus pertinente pour ce type d'analyse, c'est la phrase. Je vous l'avais déjà dit, c'est du point de vue, si vous voulez, des connaissances du professeur, mais pas nécessairement du point de vue pédagogique. On n'est pas obligé pédagogiquement de commencer par travailler sur la phrase, mais pour comprendre la grammaire française, il est préférable de partir de cette structure. J'avais également indiqué que ce qui est important à comprendre lorsqu'on fait de la grammaire, c'est que l'essentiel de la connaissance grammaticale réside dans le fait de comprendre des relations d'inclusion entre des structures. Je vais y revenir dans un instant. Et puis donc, une fois que ces relations d'inclusion sont comprises, elles peuvent être traduites en nature des mots ou des groupes de mots et fonction des mots ou des groupes de mots. Alors, pour illustrer cette opposition entre nature et fonction, je vous avais proposé ce petit schéma où on voit bien qu'à l'intérieur d'une structure qui est représentée par le grand rectangle ici, une structure par exemple de la phrase, on a deux éléments qui sont liés par une relation, deux éléments x et y qui sont liés par une relation f. Eh bien, ces deux éléments représentent ce que l'on appelle des natures de mots ou de groupes de mots. Il peut s'agir de mots ou de groupes de mots qui ont une certaine nature, qui sont d'un certain type, qui appartiennent à une certaine catégorie grammaticale. Et ce que l'on appelle une fonction, c'est la relation qui existe entre des éléments. D'où cette définition très générale que je vous avais donnée de la fonction grammaticale. Une fonction, c'est une relation entre des éléments à l'intérieur d'une structure. Alors, la particularité, et ça c'est une particularité de toutes les langues, c'est que ces structures peuvent être rédupliquées. C'est ce qu'on appelle parfois aussi la récursivité, c'est-à-dire que ce schéma d'avoir une relation entre deux éléments, il peut se retrouver au sein de chacun des éléments. Donc, on peut avoir deux éléments reliés par une certaine relation f, par une certaine fonction, mais chacun de ces éléments lui-même peut être formé de constituants qui vont être également liés par une certaine fonction. Alors, je vous avais donné cet exemple chat échaudé, craint l'eau froide, où on voit bien qu'on a un premier groupe ici, chat échaudé, qui représente le sujet de la phrase. Donc, ce premier groupe, chat échaudé, est en relation avec le second groupe, craint l'eau froide, par une relation qui est la fonction sujet.
Et puis, à l'intérieur de chacun des groupes, pour le premier groupe chat échaudé, on a une relation entre un nom et un participe passé qui fonctionne comme épithète. Donc on a les deux éléments X qui est le nom, Y qui est, disons, pour simplifier, l'adjectif, hein, même si c'est un participe passé qui fonctionne comme adjectif. Et puis la relation entre les deux, c'est la relation épithète, hein, c'est-à-dire la fonction épithète. Et ici, l'élément X est représenté par le verbe craindre, craint, l'élément Y par l'eau froide, et la relation, c'est la relation complément d'objet direct qui existe entre un verbe, ici, transitif direct, et son complément. Et ces deux groupes qui sont mis en relation sont bien, d'une part, un groupe nominal, ici, et là, un groupe verbal. Alors, à l'intérieur du deuxième groupe Y, on a un premier élément X qui représente le verbe craindre, et puis le deuxième élément, c'est l'eau froide, donc lui-même doit être décomposé hein, en au moins deux éléments, bon, même trois puisqu'il y a un déterminant, mais peu importe, avec, disons, pour simplifier, un adjectif froide et puis un nom eau. Alors, cela signifie, je n'insiste pas parce que j'ai déjà expliqué ça la dernière fois, que même si la phrase ici donne l'impression d'être formée de mots qui sont les uns après les autres, c'est quand même ça l'aspect extrêmement surprenant toujours un peu énigmatique tout de même du système cognitif humain, c'est que nous voyons des mots les uns à côté des autres séparés par des blancs. Pour un ordinateur, ce sont des chaînes de caractères séparées par des blancs, c'est tout. Mais en réalité, notre cerveau perçoit autre chose. Notre cerveau, il perçoit les structures. Il perçoit que le blanc qu'il y a ici entre chat échaudé et craint l'eau froide, il n'est pas du tout de la même nature que ce blanc-là, entre chat et échaudé, puisque on sait bien qu'au lieu de dire chat échaudé craint l'eau froide, je pourrais dire il craint l'eau froide. Donc j'ai une conscience, j'ai une conscience, c'est pas une conscience, d'une manière non consciente, je sais que chat échaudé forme un groupe en réalité. Et donc que ce blanc-là, il n'a pas la même valeur que ce blanc-là. Et ça, vous voyez, ce sont des choses qui sont assez difficiles à programmer dans des ordinateurs, etc. Mais pour nous, tout au moins pour des adultes qui ont acquis un certain nombre d'habitudes cognitives relatives à telle ou telle langue, eh bien, il y a une sorte d'évidence dans ces hiérarchies de structure. Il s'agit bien de hiérarchie de structure. Échaudé ici est inclus dans un groupe plus grand, etc. Alors, ce qui est important, bien sûr, c'est de comprendre que, en premier lieu, on analyse plutôt des constituants. En général, les constituants qu'on analyse sont plutôt des groupes de mots, et dans certains cas particuliers, les groupes sont réduits à un seul élément. Alors, je m'étais arrêté sur cette diapositive la semaine dernière, qui commence donc à décrire la structure de la phrase. Donc, je vais revenir tout à l'heure un peu plus en détail, mais je vous donne déjà cette première description possible de la phrase. On peut la décomposer en trois éléments, un groupe sujet, un groupe verbal, un groupe circonstanciel, sachant que le groupe circonstanciel est facultatif. Donc, par exemple, dans une phrase comme « Le facteur distribue le courrier à 8 heures », je vais avoir trois éléments. Un premier élément, le facteur, qui est le groupe sujet. Un deuxième élément, distribue le courrier, qui est le groupe verbal. Et un troisième élément, à 8 heures, qui est ce qu'on appelle le groupe circonstanciel ou le complément circonstanciel. Bon, je vais revenir ensuite sur la justification de cette décomposition. Simplement, je voudrais vous faire remarquer qu'on peut très simplement décrire cette structure
d'une façon formulaire, hein, avec une petite formule qui n'est pas une formule mathématique, bien sûr, mais bien qu'on emprunte des symboles comme plus ou égal, mais c'est une façon, si vous voulez, ramassée, simplifiée, de formuler la structure de la phrase. P égale GS groupe sujet, plus GV groupe verbal, plus, entre parenthèses, parce que ce groupe est facultatif, groupe circonstanciel. Hein. Il est facultatif parce que, bien sûr, je peux très bien dire le facteur distribue le courrier, sans ajouter cette précision. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, deux remarques à partir de là. Si j'avais « il distribue le courrier à 8 heures », bon, le terme de groupe sujet pourrait paraître inadapté, puisque je n'ai pas, dans « il distribue le courrier à 8 heures », je n'ai pas un groupe sujet, mais juste un mot, un pronom « il ». Alors, ça n'est pas tellement gênant, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, on va dire dans ces cas-là que le groupe est réduit à un élément. Comme en mathématiques, on parle, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais de singleton pour désigner un ensemble qui ne contient qu'un seul élément. Le fait qu'un ensemble contienne un seul élément ou qu'un groupe soit réduit à un élément n'est pas finalement si gênant. Hein. L'intérêt, si vous voulez, de conserver le terme de groupe ici, c'est que le terme de groupe a une valeur générale. Il va s'appliquer à n'importe quel sujet. Ça marchera toujours, le terme de groupe. Bien. Bon, à la rigueur, on pourrait très bien dire sujet plus groupe verbal plus complément circonstanciel, mais disons qu'il y a une meilleure homogénéité de la description en disant groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Alors, seulement, cette homogénéité, donc vous voyez, on va décrire la chose de la façon suivante, hein, on voit bien que c'est... Puisqu'ici, tout à l'heure, je vous ai donné des exemples de rapports entre nature et fonction, donc là, on a bien affaire à des groupes de mots, hein, des exemples entre nature et fonction, avec deux éléments et une relation entre les deux éléments. Bon. Là, j'ai trois éléments, donc j'ai forcément deux relations. Dans ces trois éléments, j'ai une relation entre le groupe sujet et le groupe verbal qui est la fonction sujet, et une deuxième relation, bon, là je l'ai indiqué entre le groupe circonstanciel et le groupe verbal pour la fonction circonstancielle, mais en réalité il serait plus juste de dire que la fonction groupe circonstanciel s'applique à l'ensemble groupe sujet plus groupe verbal. Mais par souci de simplification et simplement pour illustrer le fait que nous avons uniquement deux fonctions dans la structure nommée phrase, j'ai fait apparaître les flèches de cette façon-là. Donc le point important, et ça je vous l'avais dit déjà la semaine dernière, mais c'est un point très très important, donc j'y insiste, c'est de comprendre que dans cette structure qu'on appelle une phrase, il ne peut y avoir que deux relations, donc que deux fonctions. La fonction sujet et éventuellement, puisque cet élément est facultatif, la fonction circonstancielle. Donc dans la phrase, il y a d'abord la fonction sujet, plus éventuellement la fonction complément circonstanciel. Et on verra toutes les autres fonctions qui existent en français pour décrire les relations entre les différents groupes de mots vont se situer à l'intérieur de ces groupes. Alors évidemment, il y a un défaut dans cette description. Il y a un défaut qui réside dans le fait que la description n'est pas homogène, elle est homogène en surface parce qu'on parle de groupe à chaque fois, hein, donc ça donne une impression d'homogénéité. Mais en réalité, ici, vous voyez, groupe sujet, groupe circonstanciel, le groupe est défini par un nom de fonction, alors qu'au milieu, groupe verbal, le groupe est défini par la nature, par une nature de mots. Donc, la description est hétérogène en ce qu'elle mêle des groupes nommés par leur fonction et d'autres, un autre, le groupe verbal, nommé par sa nature. Alors,
je défendrai l'idée que cette hétérogénéité est un inconvénient, certes, mais un inconvénient qui est le moins mauvais du point de vue de l'enseignement. Parce que quelles seraient les autres solutions possibles? Bien, il y a deux autres solutions possibles. Soit on propose une description uniquement en termes de nature. Alors, au lieu de dire groupe sujet, on va dire groupe nominal, par exemple. Bon, groupe verbal, ça ne change pas. Et au lieu de dire groupe circonstanciel, on va dire groupe prépositionnel, par exemple ici, à 8 heures. Donc, cette description, groupe nominal plus groupe verbal plus groupe prépositionnel, elle marche bien pour une phrase comme le facteur, qui est en effet un groupe nominal, pour à 8 heures, qui est en effet un groupe prépositionnel. Mais le problème, c'est que si j'ai la phrase « il distribue le courrier à 8 heures », la caractérisation groupe nominal ne sera plus valable. Hein. Il faudra remplacer par pronom. Etc. Et si j'ai, par exemple, on le verra plus tard, une subordonnée complétive qui sera sujet, eh bien, je vais avoir de nouveau le même problème. Donc, et puis, même chose pour le complément circonstanciel. Ici, il se trouve que ça tombe bien, c'est un groupe prépositionnel ou un groupe nominal prépositionnel. Mais si j'avais le facteur distribue le courrier le matin, donc un groupe nominal, je serais obligé, ma description ne serait plus valable. Donc, si je choisis une description en termes de nature, ma description perd son caractère général. D'accord ? Alors, il y aurait une autre possibilité, c'est de tout décrire en termes de fonction. Au lieu de tout décrire en termes de nature, on décrit tout en termes de fonction. Alors, on ne change rien du coup à groupe sujet et groupe circonstanciel, mais là, il faut un autre terme pour parler du verbe et du groupe verbal en termes de fonction. Et une proposition qui avait été faite par certains grammairiens français, c'est de parler de prédicat pour désigner le groupe verbal, mais d'un point de vue fonctionnel. La fonction du groupe verbal, c'est d'être prédicat. Alors, en effet, cette description-là est beaucoup plus homogène du point de vue... elle est beaucoup plus homogène parce que chaque groupe est défini par sa fonction. Alors, dans la grammaire scolaire, ce terme de prédicat a été reçu par le public français. Je ne sais pas si vous êtes informé de ça, mais a été très mal reçu parce que ça a été vécu comme une sorte de complication supplémentaire, un terme technique nouveau que les professeurs n'étaient pas du tout prêts à accepter, précisément parce qu'ils se sentent déjà dans une situation de fragilité intellectuelle par rapport à la maîtrise de la grammaire. Donc, dans la terminologie grammaticale officielle de l'enseignement du français, on a supprimé, enfin disons dans les programmes, on a supprimé cette notion de prédicat parce qu'elle a été perçue comme une complication inutile. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Elle a été perçue par certains comme une complication inutile, donc un terme technique nouveau dont on n'a pas forcément besoin. Et puis par d'autres, elle a été perçue comme une simplification outrancière, parce que certains ont cru qu'à partir du moment où on disait que distribue le courrier est un prédicat, on n'enseignerait plus que le prédicat, formé d'un groupe verbal, aurait un complément d'objet, direct ou indirect. Et donc, l'une des critiques qui a été formulée à l'encontre du prédicat était que c'était une simplification abusive, qu'on renonçait à enseigner correctement la grammaire française aux élèves, puisqu'on ne leur enseignerait plus le complément d'objet, direct, indirect. C'était une autre ligne critique contre cette notion. Alors, du point de vue vraiment de la grammaire scolaire, il y a un autre point
qui est un point de fragilité de ce concept de prédicat, c'est que, et pour moi c'est là le point important, c'est le point qui pour moi justifie le fait que pour l'instant en tout cas, ça n'est pas une notion indispensable. Alors, il est possible que plus tard, quand les esprits se seront auront un peu progressé, on puisse la réintroduire, cette notion, parce qu'elle rend effectivement des services dans des cas très particuliers dont je vous parlerai plus tard, des cas où précisément le prédicat n'est pas un verbe. Mais dans les phrases canoniques qu'on étudie en priorité dans les classes, eh bien, le prédicat, c'est toujours un groupe verbal, et inversement, le groupe verbal a toujours la fonction de prédicat. Alors pourquoi ça pose un problème, ça, dans l'enseignement scolaire? C'est que dans l'enseignement scolaire, on a l'habitude d'être dans une situation où les mots qu'on analyse, ou les groupes de mots qu'on analyse, n'ont pas toujours la même fonction. Je veux dire qu'un groupe nominal, parfois, il est de fonction sujet, parfois, il est de fonction complément d'objet direct, par exemple. Et c'est précisément la raison d'être de certains exercices grammaticaux que d'habituer les élèves à identifier les fonctions et à reconnaître, faire la différence entre le cas où le groupe nominal va être de fonction sujet et le cas où le groupe nominal va être de fonction, par exemple, complément d'objet direct. D'accord ? Donc le même groupe de mots, il va être parfois de fonctions différentes. Et inversement, si je prends la fonction sujet, la fonction sujet, elle est représentée par des groupes de mots différents. Elle peut être représentée par un groupe nominal, par un pronom, par un infinitif, etc. etc. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe avec le prédicat si on introduit la notion de prédicat dans la liste des fonctions? L'élève, il dira toujours, dès qu'il y a un groupe verbal, il dira fonction prédicat. Il n'y a pas de... Le groupe verbal, il sera toujours de fonction prédicat. Donc il n'y a pas d'hésitation sur la fonction. Le groupe verbal ne peut pas avoir une autre fonction que la fonction prédicat. Donc si vous voulez, c'est pour cette raison que, au fond, c'est une information surnuméraire. Puisqu'il y a une équivalence entre groupe verbal et prédicat, lorsqu'on a dit qu'un groupe de mots c'était le groupe verbal, si on dit que c'est en plus un prédicat, on ne dit rien de plus, puisque c'est équivalent. Mais ça ne marche que dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il existe quand même des cas où le prédicat n'est pas un groupe verbal. Alors, je vous donne juste un exemple, mais on y reviendra un petit peu plus tard. C'est le cas dans les phrases qui n'ont pas de verbe. Parce que parfois, il y a des phrases qui n'ont pas de verbe, qu'on appelle les phrases averbales. Exemple, si vous dites « excellent ce rôti ». Excellent ce rôti. Bon. Qu'est-ce que vous dites dans ce cas-là? Vous dites « ce rôti est excellent ». Donc en fait, ici, dans une phrase comme « excellent ce rôti », le prédicat, c'est « excellent ». D'accord? Puisque ça veut dire « ce rôti est excellent ». Donc là, le prédicat, la fonction prédicat, est remplie par un adjectif et pas par un groupe verbal. Donc, ça veut bien dire que la notion de prédicat, dans ce type de phrase, a un rôle intéressant, joue un rôle intéressant. Seulement, ça n'est utile que pour ces phrases qui sont tout de même atypiques. Or, si l'on veut enseigner la grammaire du français d'une manière telle que les élèves ou les apprenants disposent de notions stables qu'ils maîtrisent bien, on va le faire d'abord sur des phrases canoniques. Il faut d'abord comprendre des phrases simples et structurées, d'abord comprendre comment sont construites des phrases simples et structurées comme le facteur distribue le courrier à 8 heures, avant de comprendre des phrases atypiques comme excellent ce rôti, pour
maîtriser les notions grammaticales sur des exemples canoniques. C'est ce que je vous expliquais la fois précédente à partir de la notion de catégorisation. On a besoin, pour bien maîtriser les catégories, de travailler d'abord sur les exemples prototypiques, donc sur les structures canoniques, ou les prototypes de structures, et en particulier là, les structures de l'écrit. Ce modèle de la phrase, c'est la phrase canonique à l'écrit. Parce que, en tout cas, il y a cette idée que, à un moment ou à un autre, on est confronté à l'écrit. Il est possible que du point de vue d'une grammaire de l'oral, cette structure-là ne soit pas la structure fondamentale. Mais, peu importe, on choisit comme modèle la structure de la phrase écrite, la structure canonique de la phrase écrite. Donc c'est sur cette structure de base-là que va être construite toute la grammaire. Oui? Le mot prédicat veut dire le verbe? Non, ça veut dire le groupe verbal. C'est le verbe plus ses compléments. Prédicat, c'est le verbe plus ses compléments. Alors, on a vu que, au niveau de la phrase, donc, on n'a que deux fonctions possibles. La fonction groupe sujet, la fonction groupe circonstanciel. Donc, vous voyez, j'ai essayé là, tout de suite, de justifier cette description groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel, avec, tout en reconnaissant le caractère un peu insatisfaisant de la description, mais au plan de l'enseignement, ça me semble la meilleure solution. Donc, d'une certaine façon, le groupe verbal est un peu le pivot, par rapport auquel se définissent les deux autres fonctions. Et puis ensuite, toutes les autres fonctions, les fonctions compléments d'objet, direct, indirect, la fonction épithète, la position, tout ce que vous voulez, ces autres fonctions vont se définir à l'intérieur à l'intérieur des différents groupes. Alors, les fonctions compléments d'objet, direct et indirect, et la fonction attribut vont être à l'intérieur du groupe verbal. Et les fonctions complément du nom ou épithète vont se situer à l'intérieur du groupe nominal. Alors, un petit mot, mais là aussi, on y reviendra un peu plus en détail lorsque je vous présenterai d'une manière un peu raisonnée l'ensemble des concepts utiles pour l'analyse grammaticale. Donc, lorsque on analyse la phrase, lorsque vous êtes dans un exercice, si vous voulez, de repérage des grandes structures de la phrase, en général, on identifie, lorsque c'est le but, ça n'est pas forcément le cas au tout début, mais idéalement, il faut que les élèves identifient simultanément le verbe et le groupe verbal. Alors, pour les jeunes élèves, les plus jeunes, les mots sont plus accessibles, la nature des mots est plus accessible que la nature des groupes, et le verbe se reconnaît assez simplement au fait que c'est le mot qui se conjugue. Très souvent, on fait de la conjugaison, et donc les élèves ont facilement l'idée qu'il y a des mots où je peux dire je, tu, il, et puis il y a une variation, je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, etc. Donc ça, reconnaître le verbe par la simple formule, c'est le mot qui se conjugue. Je crois d'ailleurs que je vous avais déjà donné cette indication. C'est un point de départ déjà intéressant. Alors attention, ça ne marche pas évidemment pour les verbes impersonnels. Il neige, il pleut, etc. Là, bon, c'est un cas particulier, ça ne se conjugue pas, mais c'est quand même un cas particulier, marginal par rapport au verbe en général qui se conjugue à différents temps et modes. Mais donc, ce à quoi il faut
habituer l'élève, c'est à faire en sorte qu'il reconnaisse en même temps le verbe, certes, mais les compléments qui vont avec lui. Bon, mais j'y reviendrai sur le lien entre les deux. Ensuite, il y a une distinction importante dans le groupe verbal entre le groupe verbal qu'on peut appeler à complément d'objet, c'est-à-dire qu'il va avoir un complément d'objet direct ou indirect, et puis le groupe verbal attributif. Je vous expliquerai plus tard pourquoi l'attribut ne peut pas du tout être considéré comme un complément au sens où on parle de complément d'objet direct ou indirect. Et puis ensuite, si vous voulez, on peut décrire les différentes formes de groupes verbaux en fonction des variétés de leur structure. Donc, le groupe verbal peut être réduit à un simple verbe. Exemple, le facteur travaille, le facteur dort, le facteur parle. Bon, alors attention, ces structures identiques en surface ne correspondent pas à des phénomènes, enfin à des types de verbes identiques. Par exemple, le facteur dort, ici, il n'y a pas de possibilité de complément. C'est ce qu'on appellera un verbe intransitif. Alors que le facteur parle, je pourrais très bien dire parle à son collègue ou à sa collègue, etc. Je pourrais avoir un complément. Donc, quand on observe une structure de groupe verbal qui se réduit au verbe, il y a différentes cette structure correspond en fait à différentes situations en fonction du verbe. Parfois, c'est une structure obligatoire pour un verbe lorsqu'il ne peut pas se construire avec un complément, et parfois, c'est une structure possible pour un verbe qui n'a pas de complément, mais qui pourrait en avoir. Deuxième structure de base, la structure verbe plus groupe nominal. Donc ici, le groupe nominal aura la fonction complément d'objet direct de ce verbe. Par exemple, dans le facteur distribue le courrier est le complément d'objet direct du verbe distribuer. Le même genre de structure, mais cette fois-ci avec une préposition. Donc, on parle de groupe nominal prépositionnel. Alors, on peut dire groupe prépositionnel également, mais je préfère groupe nominal prépositionnel parce que il me semble que c'est plus parlant. On entend bien que c'est un groupe nominal précédé d'une préposition. Alors, exemple, je le disais tout à l'heure, le facteur parle à son collègue. Ici, à son collègue va être le complément d'objet indirect du verbe distribuer. Mais on peut avoir également des structures avec deux compléments. Alors, les structures à deux compléments, elles peuvent être formées d'un verbe plus d'un groupe nominal prépositionnel, comme dans, par exemple, le facteur distribue le courrier à ma voisine. Donc, distribuer quelque chose à quelqu'un, ici, donc avec un complément d'objet direct, le courrier, et un complément d'objet indirect à ma voisine. Alors, il y avait dans la tradition grammaticale un usage consistant à parler pour le deuxième complément, non pas de complément d'objet indirect, mais soit de complément d'objet second, soit de complément d'attribution. Alors, dans la terminologie qui va être en vigueur désormais, il y a une simplification là, et on parle simplement de complément d'objet indirect. On n'a pas nécessairement besoin de cette notion de complément d'objet second, d'autant que si on dit le facteur parle à son collègue de ses vacances, le complément d'objet second il est en premier, donc c'est pas tellement pertinent comme dénomination. Donc on se contente de parler de complément d'objet direct s'il n'y a pas de préposition, complément d'objet indirect si le complément est un groupe nominal prépositionnel. Donc on peut avoir ces structures groupe nominal plus groupe nominal prépositionnel. Ah oui, pardon, j'ai pas pris le bon exemple tout à l'heure. C'était distribue le courrier à ma voisine. L'autre structure, c'est la structure verbe plus groupe nominal prépositionnel plus groupe nominal prépositionnel, donc avec deux groupes nominaux prépositionnels, donc deux compléments d'objet indirects. Le facteur parle de ses vacances à son collègue. De ses vacances est un premier complément d'objet indirect de parler, et à son collègue
est un deuxième complément d'objet indirect. Donc cette notion de complément d'objet second, on n'en a pas vraiment besoin. Oui? Pardon? Oui, vous avez raison. Excusez-moi, je répète donc, merci de cette précision. Le à son collègue est bien complément d'objet indirect de parle, comme de ses vacances et complément d'objet indirect de parle. Dans la phrase précédente, là oui, j'ai peut-être fait l'erreur, je ne m'en suis pas rendu compte, le facteur distribue le courrier à ma voisine. On a une structure similaire, mais cette fois-ci avec un premier complément qui est un complément d'objet direct, donc sans préposition, le courrier COD de distribue, et à ma voisine, complément d'objet indirect de distribue. Ça va? Pas d'autres questions sur ce point pour l'instant? Oui, dites-moi, hein, il y a peut-être... Non, ça va? Alors, ensuite, pour le groupe nominal, je donne juste quelques éléments, hein, on va revoir tout ça en détail. La structure générale du groupe nominal, elle est, au fond, assez parallèle à la structure générale de la phrase, hein, curieusement. Enfin, c'est pas curieux, il y a des raisons à cela, mais bon, un groupe nominal, c'est un déterminant, un nom et ce qu'on appelle une expansion nominale. Expansion nominale, c'est ce que résume le symbole exp ici. Donc, les déterminants, il y en a beaucoup de sortes. Hein. Là, je mentionne seulement les articles définis et indéfinis, comme le, la, les. Quand je dis le facteur, le déterminant, c'est le. Mon facteur, le déterminant, c'est mon, déterminant possessif, bon, etc. Et on verra toutes les sortes de déterminants qui existent. Et il y a toutes sortes de problèmes grammaticaux intéressants autour de la question des déterminants. Et puis les expansions, ce qu'on appelle les expansions, ce sont précisément les éléments qui vont préciser le nom, disons cela simplement pour l'instant, mais on verra qu'il y a une description linguistique plus précise de cette notion d'expansion, qui peuvent être des adjectifs, par exemple l'adjectif épithète, des groupes nominaux prépositionnels quand on a un complément du nom, hein, et puis d'autres cas qui ne sont pas mentionnés ici, mais vous savez peut-être qu'une relative, une subordonnée relative peut être aussi une expansion nominale, etc. Alors, je voudrais, normalement vous devriez avoir bien compris tout cela, je voudrais compliquer un tout petit peu le problème en vous parlant de cette espèce de dialectique qui existe entre la notion de nature d'un mot et la fonction. Alors, comme je vous ai présenté les choses jusqu'à présent, on a quand même l'impression que la nature d'un mot va déterminer ses emplois possibles, donc sa fonction ou ses fonctions. Donc, par exemple, si je dis qu'un groupe nominal a une structure déterminant plus nom plus expansion, par exemple dans l'eau froide, hein, l'eau froide, le déterminant eau, nom, froide, expansion qui est un adjectif, eh bien, on peut comprendre cette structure en disant, eh bien, si j'ai un nom, ça veut dire qu'il faut que j'ai un déterminant devant. Pour pouvoir employer un nom, il faut que j'utilise un déterminant. Donc là, on a bien cette idée que c'est la nature du mot la nature du mot, le déterminant, hein, qui va causer le fait que ce soit un déterminant fait qu'on le place devant le nom, ou inversement, le fait qu'il s'agisse d'un nom oblige à utiliser un déterminant. Mais en réalité, on peut voir les choses dans l'autre sens. Prenez des exemples comme ceci.
avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Le moi est haïssable, le je ne sais quoi et le presque rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, lorsque j'ai dit avec des si, c'est quoi? C'est le si. De quel si on parle ici? On parle de si les choses étaient différentes. C'est le si, conjonction d'hypothèse. Hein. Si adverbe, c'est il est si grand que, voilà, ou il est si grand, point d'exclamation. Mais ici, le si qu'on vise, c'est le si qui construit une hypothèse. Hein. Bien, donc c'est une conjonction de subordination. Mais elle est ici le noyau d'un groupe nominal. Donc on voit ici qu'en réalité, ça n'est pas que je vais utiliser un déterminant devant un nom, c'est plutôt que là, c'est le déterminant qui va transformer l'élément qu'il suit en nom. Ou plus exactement, le déterminant a la possibilité de faire en sorte que, avec l'élément qui le suit, on forme un groupe nominal. Ça n'est pas complètement un nom, puisque on le mettrait au pluriel, hein, si c'était vraiment un nom, si, mais on n'utilise jamais le pluriel dans une situation comme ça. Même chose pour le moi est haïssable. Moi, c'est un pronom. Hein, mais si je dis le moi est haïssable, j'utilise ici, j'ai bien incontestablement un groupe nominal, mais un groupe nominal dont le noyau n'est pas un nom. Même chose pour, là, c'est carrément une petite phrase, hein, je ne sais quoi, le je ne sais quoi. Donc, au fond, définir le déterminant en disant que c'est un élément obligatoire devant le nom, c'est une chose qui n'est pas fausse, hein, mais qui ne représente que la moitié de la réalité de l'emploi du déterminant. Enfin, la moitié la plus importante, parce qu'évidemment, c'est le cas général, c'est quand même qu'on utilise un déterminant devant le nom. Mais le déterminant a aussi la possibilité de s'employer devant n'importe quoi d'autre et de transformer l'ensemble en groupe nominal. Ou, si vous préférez, on peut dire cela, même si c'est une simplification un petit peu abusive, transformer l'élément qui le suit en nom. Alors, on a des choses plus classiques, mais du même genre, avec, par exemple, le participe, les emplois du participe, et plus particulièrement du participe passé. Donc, le participe passé, c'est une forme du verbe. Donc, du point de vue de sa nature, c'est un verbe, c'est une forme du verbe. Hein. Alors, en effet, lorsque on utilise des passés composés, elle a chanté, elle est partie, chanter est partie, font partie de la forme verbale, hein, du passé composé. Ou alors, dans le chat partit, les souris dansent, j'ai bien parti, qui est le noyau verbal d'une proposition. Mais en réalité, ce participe passé qui est un verbe fondamentalement, peut très bien être employé comme adjectif. Une lettre rédigée rapidement, c'est le verbe rédiger, mais là, ce verbe est employé de telle façon qu'il a un rôle d'adjectif. De même, elle semble fatiguée, c'est le verbe fatiguer, mais ici, fatigué fonctionne comme adjectif. Donc, on arrive petit à petit à cette idée que la fonction va pouvoir modifier la nature des mots. Alors, comment mettre ces choses dans l'ordre? En réalité, mais ça aussi, je serai probablement amené à y revenir, il faut distinguer le plan, une présentation assez commode de cela, c'est de distinguer le plan de la langue du plan du discours. Le plan de la langue, c'est le plan, si vous voulez, de la nature des mots hors emploi. Quand on, dans le dictionnaire, par exemple. Hein. Donc, si vous cherchez fatigué dans le dictionnaire, bon, c'est pas un très bon exemple parce que dans le dictionnaire, le participe passé, l'emploi adjectival va apparaître. Mais disons que fatigué en langue est un verbe. Hein. Moi est un pronom.
en langue. A priori, son emploi, encore une fois, prototypique, hein, à moi, au mot moi, c'est de fonctionner comme un pronom. Bien. Mais en emploi, en discours, donc lorsqu'on emploie ces mots, dans certains cas, l'emploi de ces mots coïncide avec leur nature en langue, mais dans d'autres cas, leur emploi ne correspond pas à leur nature en langue, et le contexte va modifier leur valeur, et tout d'un coup, le mot « moi » va devenir le noyau d'un groupe nominal. Le « moi » est haïssable. Donc, si vous voulez, il faut garder les deux idées ensemble. C'est-à-dire garder à la fois l'idée que les mots sont quand même assez fondamentalement attachés à une nature en langue, mais qu'il peut y avoir des modifications en discours. Alors ça explique beaucoup, c'est une façon assez commode d'expliquer un certain nombre de complications. Alors, maintenant, un tout petit mot pour introduire la terminologie qui sera l'objet de notre travail à partir de la deuxième heure de ce cours et puis dans les semaines qui vont suivre. Donc, je vais vous parler de la terminologie grammaticale, donc quels sont les termes qu'il est préférable d'employer dans l'enseignement de la grammaire, qu'est-ce qu'ils signifient exactement, pour faire en sorte que donc, vous soyez dans une position de bonne maîtrise de ces termes, que vous ayez suffisamment d'esprit critique et de souplesse pour pouvoir les adapter en fonction des situations, mais au moins que vous connaissiez cette terminologie de référence. Alors, on va commenter à partir de tout à l'heure, on va faire une petite pause après cette première heure, mais dans la deuxième heure du cours, je vais commencer à commenter un texte, une version d'un texte qui n'est pas encore publié, mais qui va être publié d'ici un mois et demi par le ministère de l'Éducation nationale en France et qui est une terminologie destinée aux professeurs de français en France, mais qui, à mon avis, est tout aussi utile pour les professeurs de français langue étrangère en France ou ailleurs. Alors, cette terminologie, elle se caractérise par le fait qu'elle est cohérente, c'est-à-dire qu'elle est utilisable de l'école primaire au lycée, mais ça fait allusion au fait qu'auparavant, on avait une terminologie officielle pour le primaire, puis pas tout à fait la même pour le collège, donc c'était un petit peu aberrant. Cette terminologie, vous verrez quand le texte sera publié, elle est vraiment expliquée, c'est pas juste une liste de mots avec des exemples, c'est vraiment expliqué pour que le plus grand nombre possible de professeurs puissent se l'approprier facilement. Il y a les notions, les termes de cette terminologie sont très bien hiérarchisés. Par exemple, donc, l'exemple typique, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur les fonctions. Il y a des fonctions au niveau de la phrase. Ensuite, il y a des fonctions à l'intérieur des groupes, qu'on ne va pas avoir une liste de fonctions comme ça, fonction sujet, complément, etc. On hiérarchise, on présente ces fonctions d'une manière hiérarchisée. Même chose pour la hiérarchisation des analyses et l'importance de la notion de groupe de mots, parce que très souvent dans la grammaire scolaire, on parle de la fonction des mots plutôt que des groupes, mais cette notion, on insiste sur la notion de groupe. Bon, comme je l'ai déjà montré un petit peu, on utilise des représentations sous forme de formules pour les structures fondamentales, mais il y en a très peu. Il y en a très peu. Il y a la formule de la phrase, la formule du groupe nominal, la formule du groupe verbal. C'est à peu près tout. À part, oui, la formule du groupe nominal prépositionnel, on va dire que c'est préposition plus groupe nominal. Mais il y a très très peu de ces formules. Elles permettent de fixer les idées. Ce sont des prototypes structurels, comme je vous le disais précédemment. Donc, puisque on n'utilise pas la notion de prédicat, on a bien cette distinction entre les différents types de compléments du verbe.
Bon, on introduit la notion de groupe nominal prépositionnel plutôt que groupe prépositionnel. Ça, j'en parlerai plus tard. L'exclamation est analysée comme une forme de phrase et pas comme un type de phrase. Et puis, je l'ai déjà dit, la suppression du complément d'objet second. Alors, cette terminologie, elle sert d'une part donc à former les professeurs qui enseignent la langue française, mais elle est aussi destinée à faire en sorte que lorsqu'on parle de la langue dans les classes, lorsqu'on parle de la langue dans les classes avec les élèves, on est amené donc à utiliser ce qu'on appelle un métalangage, un langage qui parle du langage. Hein. Bon. Et l'idée ici, c'est de dire qu'il est très important d'utiliser toujours les mêmes termes pour les mêmes réalités linguistiques et de faire en sorte que dans la pratique de la classe, les élèves soient habitués à un usage régulier, constant, habituel d'une terminologie stable, bien maîtrisée, etc., pour qu'eux-mêmes soient parfaitement à l'aise avec cela par la suite et qu'ensuite on puisse passer à autre chose, etc. Hein. Encore une fois, si je suis vraiment convaincu que l'enseignement explicite de la grammaire, hormis certains cas très particuliers, mais bon, est utile pour développer les capacités linguistiques générales de compréhension, de production à l'écrit ou à l'oral, je ne considère pas que l'enseignement de la grammaire est une fin en soi. Hein. Je veux dire, on n'enseigne pas la grammaire pour le plaisir d'enseigner la grammaire. Moi, oui, mais c'est mon métier, donc bon, c'est un peu à part. Mais disons que ce que je veux dire par là, c'est qu'on fait de la grammaire pour ne plus avoir à en faire ensuite, et que, quitte à en faire, autant le faire bien, correctement, et d'une manière simple, parce que tout cela est simple. Hein. Vous allez voir, ce que je vais vous expliquer, je pense que tout cela va vous paraître très très simple, mais sans vous en rendre compte, petit à petit, vous allez intégrer des notions qui vont devenir des évidences et qui feront en sorte que vous verrez les choses dans leur réalité et dans la réalité des structures grammaticales. Encore une fois, hein, si on s'intéresse aux phrases standards, aux phrases prototypiques, la réalité est très simple et simple à expliquer. Bon, voilà, j'insiste là-dessus parce que très souvent, il y a un aspect perçu comme rébarbatif, compliqué, incompréhensible de la grammaire. Mais si, dans le contexte scolaire, mais si cette perception existe, c'est très souvent parce que la grammaire est enseignée d'une manière très maladroite et très, très imprécise. Ce qui fait que les élèves ne comprennent jamais rien, parce qu'ils ont l'impression que lorsqu'ils ont compris une analyse, comme la phrase n'était pas standard, c'est pas la bonne analyse, oui, comme par hasard, non, là, tu vois, non, dans ce cas-là, c'est un cas un peu compliqué, c'est pas ça. Donc, au bout d'un moment, les élèves renoncent. Hein, je veux dire, on renonce à comprendre. Quand à chaque fois qu'on croit avoir compris quelque chose, on vous dit, non, en fait, là, c'est encore autre chose, c'est compliqué, c'est un cas spécial, etc. Non, donc ça veut dire que l'enseignement grammatical, tout au moins tel que je le préconise, il doit être fait uniquement sur des phrases qui fonctionnent bien, qui sont bien régulées, pour que se mette en place une sécurité intellectuelle, une sûreté, que les élèves sachent à coup sûr que là, oui, c'est un complément d'objet direct, là, c'est etc. Hein. Et puis, une fois qu'ils ont ce savoir, plus tard, à l'université, voilà, s'ils font de la linguistique ou s'ils veulent devenir eux-mêmes professeurs, ils apprendront les complications et les structures plus atypiques, disons. Hein. Mais au départ, on fonde l'enseignement de la grammaire sur les structures simples pour mettre en place des concepts et pour mettre en place cognitivement des processus de catégorisation qui s'automatisent petit à petit pour faire en sorte que les gens, quand ils voient une phrase, ils ne voient plus une liste de mots, mais ils voient tout de suite les groupes, qu'est-ce qui fonctionne ensemble, etc. etc. Bon,
s'il n'y a pas de questions, on fait une petite pause de 5-10 minutes maximum, et puis je reprends en commençant donc à vous présenter la terminologie. Alors, juste avant de vous présenter le document de la terminologie, quelques remarques au sujet des variations dans la terminologie, parce que c'est des variations et de la motivation, parce que c'est un point qui est souvent problématique, et là il faut que j'en dise tout de même un petit mot. Alors, première remarque préalable sur la terminologie, d'une part, il faut se méfier du fait que la terminologie, il ne faut pas chercher toujours une motivation dans les termes. C'est-à-dire qu'elle est en partie arbitraire au sens où on utilise des termes qui ne doivent pas être pris dans leur sens véritable, dans leur sens propre, si j'ose dire, lorsqu'ils deviennent des termes de la terminologie grammaticale. Au fond, ils peuvent être dans certains cas arbitraires, l'essentiel étant qu'on désigne toujours les mêmes réalités grammaticales par le même mot. Alors, je prends 2 exemples. Lorsque on parle de présent ou d'imparfait du subjonctif, la notion de présent, elle renvoie, bien sûr, à l'époque présente. L'imparfait renvoie à l'époque passée, d'accord ? Mais en réalité, le subjonctif ne permet pas d'inscrire le procès ni dans le passé, ni dans le présent, enfin, ou l'action, si vous voulez, ni dans le présent, ni dans le passé, ni dans le futur. Le subjonctif en lui-même, il ne marque pas le temps au sens des époques. Donc, imparfait, lorsqu'on parle de l'indicatif, n'a pas du tout le même sens que imparfait lorsqu'on parle du subjonctif. En réalité, ces dénominations ont été choisies et puis elles sont entrées dans la tradition grammaticale. C'est pourquoi il est difficile de les changer aujourd'hui, mais elles sont complètement arbitraires. Complètement arbitraires dans la mesure où présent et imparfait, dans le cas du subjonctif, n'a pas le sens de présent et imparfait. D'accord ? On parle parfois du conditionnel. Alors, le temps, le conditionnel, est lié à... Enfin, bien sûr, on entend condition dans conditionnel. Alors, ça marche, effectivement, pour les subordonnés dont on parlait tout à l'heure, les subordonnés hypothétiques. Si j'étais riche, j'achèterais une nouvelle voiture, par exemple. Bon, donc c'est une condition. À la condition d'être riche, j'achèterais une nouvelle voiture. Mais le conditionnel s'emploie, bien sûr, aussi comme un futur à partir du passé, c'est-à-dire je me demande s'il viendra, je me demandais s'il viendrait. Dans ce cas-là, on n'est plus du tout dans une condition. Donc, le terme de conditionnel, l'idée de condition n'est pas toujours valable pour la notion de conditionnel. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est que ce temps qui a cette morphologie du conditionnel, on l'appelle toujours conditionnel. Mais il ne faut pas trop s'attacher au sens des termes. Et qu'on vous dise, ah ben si, ça c'est bien du conditionnel parce que c'est une condition. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche la terminologie. Elle est un peu arbitraire. On dit souvent aussi que le pronom, on entend pronom, donc on pense que le pronom il remplace un nom. Mais d'une manière très générale, le pronom il remplace un groupe nominal, pas un nom. Et puis parfois il remplace rien du tout quand c'est un pronom déictique. Lorsque vous dites je suis heureux, bon, je suis heureux, il remplace pas un nom. Il remplace rien du tout, il renvoie au sujet qui est en train de dire je, mais il ne remplace pas un nom. Donc là encore, cette dénomination, elle est en partie arbitraire. Donc il faut bien avoir ça en tête pour être en mesure de répondre à éventuellement des questions ou des interrogations d'élèves sur le sens des termes eux-mêmes. Parfois il est motivé, mais parfois il ne l'est pas. Et c'est une simple convention de choisir tel mot pour désigner telle réalité grammaticale.
Simplement, on fixe la convention une fois pour toutes, et ensuite on s'y tient, et on ne cherche pas forcément à analyser le sens des mots. Ensuite, il y a parfois des variations. Alors, parmi ces variations dans la terminologie, certaines sont totalement négligeables, n'ont aucune importance. Par exemple, qu'on parle dans la grammaire scolaire, surtout pour les petites classes, on parle de terminaison plutôt que de désinence. Mais là, qu'on dise désinence ou terminaison, si les gens trouvent plus facile de dire terminaison, pourquoi pas, plutôt que désinence. Ça ne change rien au plan de l'analyse, au plan théorique, c'est juste une petite variation. En revanche, il y a des cas où la variation terminologique est importante. Bon, j'ai mis cet exemple accusatif COD, c'est un exemple historique. Il y a eu à un moment donné où la notion, dans l'histoire de la grammaire française, la notion de complément a été inventée en quelque sorte. Enfin, elle n'est pas sortie de nulle part, mais elle s'est installée dans la description grammaticale. Et elle a remplacé le terme d'accusatif qui a été utilisé pour le latin, hein, et qui a été conservé à un moment donné pour la description du français. Le français, on l'a décrit au tout début, hein, je simplifie beaucoup, mais disons qu'au tout début, on a décrit le français comme on décrivait la grammaire latine. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que dans le système du français, il n'y a plus de cas proprement parlé, donc il n'était plus justifié de parler d'accusatif. Bon, en allemand, il y a des cas, donc là, c'est justifié de parler d'accusatif, de datif, de génitif, etc. Une autre variation importante, là aussi, mais là c'est l'histoire plus récente de la terminologie, il y a eu une époque en France où les déterminants démonstratifs, par exemple cette table, ou les déterminants possessifs, mon ordinateur, ton ordinateur, on les appelait adjectifs, adjectifs possessifs, adjectifs démonstratifs. Hein. Et à un moment donné, la terminologie grammaticale officielle a imposé le terme de déterminant. Bon, alors ça, c'est une évolution, une très bonne évolution de la terminologie, parce que utiliser adjectif, et du coup, on distinguait les adjectifs qualificatifs des adjectifs non qualificatifs, mais vous voyez que la classe adjectif était très très hétérogène. Parce que quand vous prenez des adjectifs comme grand, petit, lourd, léger, etc., vous voyez bien qu'ils n'ont pas du tout les mêmes propriétés grammaticales que des mots comme mon, ton, son, enfin les déterminants, ne serait-ce que parce que les déterminants possessifs ou démonstratifs ne sont jamais placés après le nom, sont toujours placés devant le nom. Or, en français, et ça c'est une particularité du français qui n'existe pas dans d'autres langues, l'adjectif se caractérise fondamentalement par le fait qu'il a une position variable. Il peut être placé avant ou après le nom. Hein, ce qui n'est pas possible, par exemple, en anglais. En espagnol, comment ça marche? On peut, en espagnol, placer avant ou après? Bon, certaines langues ont cette particularité qui définit l'adjectif. Et d'ailleurs, cette variation de place, elle s'accompagne parfois, en français, vous me direz si c'est le cas aussi en espagnol, d'un changement de sens. Par exemple, l'exemple classique, c'est un grand homme, un homme grand. Hein. Un grand homme, c'est un homme célèbre, valeureux, estimable pour toutes sortes de raisons. Et puis un homme grand, c'est simplement un homme de grande taille. Donc en fonction du fait que l'adjectif est placé avant ou après le nom, on va changer le sens de l'adjectif. Bon, ça ne marche pas avec tous les adjectifs. Hein. Certains adjectifs ont une position obligée. Par exemple, les adjectifs de couleur, très souvent, sont obligatoirement placés après le nom. Je sais pas moi, on va dire une chaise marron, mais on ne pourra pas dire une marron chaise. Hein. Bon. Alors, est-ce qu'on a ce phénomène en espagnol de variation du sens en fonction c'est un peu comme en français? C'est le même exemple. Ça marche pareil. D'accord. Très bien. Donc là, si vous voulez, le fait de dire déterminant plutôt qu'adjectif, vous voyez que c'est une amélioration de la terminologie grammaticale parce que ça donne une meilleure cohérence à la description des classes grammaticales.
Et puis il y a d'autres variations qui ont une importance. Alors je prends l'exemple du conditionnel parce que c'est un cas un peu d'école, si vous voulez. Il y a une vieille tradition en France qui considère, alors peut-être que certains d'entre vous ont appris cela, que le conditionnel est un mode, le mode conditionnel. Mais en réalité, ça n'est pas du tout le cas. On sait depuis longtemps, et pour de très bonnes raisons que je vous expliquerai plus tard, mais que le conditionnel est un temps de l'indicatif. Hein. Bon, une des raisons assez simples de s'en rendre compte, c'est que dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, où le conditionnel est l'équivalent du futur mais mis au passé, hein, lorsque vous mettez au passé une phrase qui a un futur dans la subordonnée et qui devient un conditionnel, la valeur de ce futur, de ce conditionnel, pardon, c'est une valeur qui n'est pas du tout modale. Donc, il y a des cas, et on les considère comme les cas, si vous voulez, le cas central du conditionnel, où le conditionnel fonctionne comme un temps, simplement comme un temps de l'indicatif. Donc, le conditionnel est bien un temps de l'indicatif, mais il est présenté en raison d'une habitude terminologique comme un mode. Alors, ça n'est pas encore tout à fait... l'évolution n'est pas encore suffisante pour que l'idée soit installée, en particulier chez les professeurs des écoles. Les professeurs des lycées et collèges, eux, sont habitués à cette description parce qu'à l'université, c'est ce qu'on leur enseigne, hein, pour préparer les concours, le CAPES ou l'agrégation. On leur enseigne que le conditionnel est un temps de l'indicatif, et si pendant les concours ils écrivent que c'est un mode, ben, on leur compte des fautes. Hein. Donc eux, ils le savent, mais c'est une idée qui est assez ancienne et qui reste encore très installée dans les habitudes des professeurs des écoles, ce qui fait que dans les programmes, ça apparaît encore comme ça, hein, le conditionnel comme un mode. Mais en réalité, c'est un temps. Donc là, à la limite, dans les petites classes, c'est pas très grave qu'on parle de temps ou de mode. Mais pour comprendre ensuite la notion même de mode, la distinction, qu'est-ce que c'est qu'un mode, qu'est-ce que c'est qu'un temps, dont je vous parlerai plus tard, c'est important de savoir que le conditionnel est bien un temps de l'indicatif parmi d'autres. Voilà donc pour ces questions de variation. Il y a donc en résumé des variations tolérables pour des points de détail elles sont tolérables, les variations, quand elles n'ont pas de conséquences sur la structure générale de la terminologie ou sur la définition des classes de mots, mais elles ont une importance lorsqu'elles modifient la perception des classes de mots. Alors maintenant, je vais donc vous commencer à commenter avec vous le texte donc de la terminologie. Alors, il y a un petit problème d'affichage. Voilà, donc là, ça c'est bon. Okay. Alors, une particularité de cette terminologie, et ça c'est une façon d'enseigner la grammaire au niveau universitaire et même pour les professionnels de l'éducation qui est importante, c'est que la terminologie va être présentée en deux parties. Deux parties qui ne sont pas une subdivision des différents chapitres de la grammaire, mais deux parties qui sont deux niveaux de granularité ou deux niveaux de complexité d'analyse. Donc, dans la première partie, je vais grossir un peu le document parce que vous verrez mieux. Voilà. La première partie couvre donc toutes les questions, hein, toute la grammaire du français, mais avec un niveau de description élémentaire, de base. Le but est de faire en sorte qu'on comprenne l'ensemble avec les notions simples, les notions les plus indispensables. Hein. Et ensuite, on reprend le tout depuis le début, mais cette fois-ci avec une loupe
grossissante, hein, et on regarde les détails et les cas plus compliqués. D'accord ? Donc, ça permet d'avoir, c'est ça qui me semble extrêmement important, on a besoin, pour bien comprendre la grammaire d'une langue, d'une vision d'ensemble. Donc le but, c'est d'arriver assez rapidement à une vision d'ensemble, quitte à avoir un premier niveau de description assez simplifié, et puis ensuite, on va voir les détails. Alors, est-ce que je peux défiler comme ça ? Oui, très bien. Donc, le plan de la première partie, donc, qui est le premier niveau d'analyse, vous voyez, on va parler d'abord des fonctions des mots et des groupes de mots. Donc, mais ça, j'irai assez vite parce que ça, je vous l'ai déjà en partie expliqué. Donc, vous reconnaissez le niveau de la phrase, le groupe sujet, le groupe verbal, le groupe circonstanciel, et puis ensuite les fonctions à l'intérieur du groupe nominal. Bon, il y a un petit bilan sur ce que c'est qu'une fonction, mais ça, je l'ai là aussi déjà bien expliqué. Ensuite, il y a une deuxième partie sur phrases et propositions, où on introduit la notion de phrase simple, phrase complexe, la subordination, les relations de coordination et de juxtaposition entre phrases, et puis cette distinction entre les types de phrases et les formes de phrases. Ensuite, on s'intéresse à la nature de tous les mots et groupes de mots, donc d'abord avec le groupe nominal, donc nom et groupe nominal. On détaillera donc le nom, le déterminant, et puis seulement 3 types de déterminants, oui, juste 3, pour juste avoir une idée assez précise de la notion de déterminant, et puis c'est dans la deuxième partie qu'on va voir tous les autres types de déterminants, déterminants indéfinis, déterminants numéral, etc., etc. La deuxième partie de ce troisième chapitre sur nature et groupe de mots est consacrée au verbe et au groupe verbal. Donc là, il y a le problème de la conjugaison avec la distinction radicale désinence, le problème du classement des verbes en groupe qui est utile pour la conjugaison, et puis ensuite un chapitre sur les modes et les temps, mais où on dira presque rien sur le subjonctif, on va juste le mentionner, mais on le reporte pour la deuxième partie. Ensuite, les autres catégories, l'adjectif, l'adverbe, la préposition, le groupe nominal prépositionnel, le pronom, les 2 types de conjonction de coordination et de subordination. Puis ensuite, il y a quelques éléments sur le lexique, mais qui sont, si vous voulez, les éléments de base de description du lexique, avec un point sur la formation des mots, donc préfixation, suffixation, mots composés, et puis sur les relations entre les mots, donc ce qu'on appelle les familles de mots, la notion de champ lexical, et ces notions très utiles en sémantique de synonymie, antonymie, homonymie. Et enfin, la relation entre les différents sens d'un même mot, c'est-à-dire la polysémie. Voilà donc pour le plan de la première partie. Donc vous voyez que ça couvre toute la description grammaticale du français, mais vous verrez que je pense qu'entre cette heure et la semaine prochaine, on aura parcouru toute la première partie. Donc vous aurez déjà une idée d'ensemble de comment se structure la grammaire française. Alors, je commence donc par la fonction des mots et des groupes de mots. Le premier élément, donc je vous donnerai le document sur Internet, bien sûr, sous un format PDF. Le premier élément, c'est donc la phrase. Alors, là, on retrouve, mais un petit peu plus détaillé, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la phrase, minimalement, se décompose d'abord en 2 groupes. On introduira le 3e groupe ensuite. Donc, un groupe sujet, un groupe verbal, ça c'est la phrase, vraiment la phrase canonique minimale. Il faut un groupe sujet, j'ai dit groupe nominal, mais un groupe sujet et un groupe verbal. Et donc par exemple le facteur distribue le courrier, le facteur groupe sujet distribue le courrier groupe verbal. Et la particularité, on voit très facilement que ces 2 groupes sont vraiment les groupes absolument obligatoires de la phrase, puisque je ne peux pas
donc je ne peux me passer d'aucun des deux. Hein. Si je dis le facteur tout seul, ça ne fait pas une phrase. Si je dis distribue le courrier, ça ne forme pas une phrase non plus. Hein. Et même j'ai un ordre. Je peux difficilement dire, enfin je ne peux pas d'ailleurs en français, dire distribue le courrier le facteur. Dans la phrase déclarative ou assertive, on a un ordre, groupe sujet, groupe verbal. Après, dans la phrase interrogative, c'est différent, mais disons que la phrase de base, c'est quand même la phrase déclarative. Alors j'insiste là sur le point que, à côté de cette structure de phrase qui est la phrase canonique, typique, prototypique, etc., il y a des phrases qui ne sont pas des phrases types. Hein. Je vous disais tout à l'heure, excellent ce rôti, ça s'analyse différemment. Parce qu'en l'occurrence ici il n'y a pas de groupe verbal, ou alors un impératif comme sort, une phrase réduite à un mot, ce genre de phrase ne correspond pas à la phrase canonique, hein, mais comment dire, ça ne change rien au fait que la phrase canonique se décrit de cette façon, et de toute façon on part de cette idée que on décrit d'abord les structures canoniques, hein, je me répète, mais bon. Alors le troisième élément, pardon, c'est donc le groupe circonstanciel. Hein, on l'a vu tout à l'heure à 8 heures. Donc ce groupe circonstanciel, il a la particularité d'être à la fois facultatif et déplaçable, je vais y revenir. Donc, voyez que là, un petit schéma qui illustre d'une autre façon ce que je vous disais tout à l'heure sur l'inclusion des structures dans d'autres structures. On a bien dans la description d'une phrase comme « le nouveau facteur distribue le courrier à midi », un groupe sujet, un groupe verbal, avec donc deux structures, avec la fonction sujet ici, un groupe circonstanciel qui donc se caractérise par le fait qu'il est en relation avec le groupe verbal ou avec l'ensemble, groupe sujet, groupe verbal, par la relation complément circonstanciel. Et puis, à l'intérieur de ces groupes, on aura les autres fonctions. Hein. Par exemple, la fonction épithète ici, dans ce groupe nominal, le nouveau facteur, la fonction COD dans distribue le courrier. Hein. Donc ça, c'est un point. Je suis désolé, j'insiste beaucoup, mais c'est un point extrêmement important, que vous compreniez bien qu'il y a cette hiérarchie des fonctions. Il n'y a que deux fonctions dans la phrase, et ensuite il y a des fonctions à l'intérieur des groupes. Donc, les fonctions, ce n'est pas une liste comme ça, qui sont toutes sur le même plan. Il y a sujet, complément, circonstanciel, ce sont les fonctions au niveau de la phrase. Ensuite, il y a des fonctions dans le groupe nominal, épithète, complément du nom, etc. Ensuite, il y a les fonctions dans le groupe verbal, complément d'objet, direct, indirect, etc. Et donc déjà, quand on explique les choses comme ça, il n'y a que il y a principalement trois grands types de fonctions selon le groupe dans lequel, la structure dans laquelle ces fonctions interviennent. Alors, ce qui distingue le groupe circonstanciel, c'est d'une part qu'il est facultatif, donc je peux très bien l'enlever, hein, je peux dire le nouveau facteur distribue le courrier, j'ai une information en moins, mais la structure de la phrase reste valable. Encore une fois, cette propriété n'est pas valable pour les autres groupes. Hein. Je ne peux pas dire distribue le courrier à midi ou le nouveau facteur à midi. Donc ces deux groupes-là n'ont pas le même statut que celui-ci. Hein. Celui-ci est facultatif. Et par ailleurs, il a une autre propriété, outre le fait qu'il est facultatif, il peut être déplacé. Je peux le mettre au début de phrase, je peux dire à midi, le nouveau facteur distribue le courrier. Je peux même dire le nouveau facteur à midi distribue le courrier. Mais vous voyez que cet élément va pouvoir se déplacer, mais pas n'importe où. Il va se déplacer entre les groupes.
ça sera très difficile de dire, enfin c'est même impossible de dire, le nouveau à midi facteur distribue le courrier. En revanche, je peux dire là quand même, à la rigueur, hein, bien que ce soit assez maladroit, le nouveau facteur distribue à midi le courrier. Ça, à la rigueur, ça passe. Mais c'est quand même pas très heureux comme structure de phrase. Donc on voit bien là, dans les possibilités de déplacement et les impossibilités de déplacement de ce complément circonstanciel, on voit bien la réalité de ces groupes, hein, qui forment des structures unies dans lesquelles on ne peut pas s'insérer facilement. Alors maintenant, quand on entre dans le détail de ces différents groupes, le groupe sujet, bon, bien sûr, vous le savez, hein, il a comme propriété de régler l'accord du verbe, ou si on veut, que le verbe s'accorde avec le sujet. Bon, ça, c'est un point important, pas tant pour la description grammaticale, bien que ce soit nécessaire de le mentionner, mais c'est surtout pour des problèmes orthographiques que cette question est importante. Ce qui m'intéresse ici, c'est de distinguer différentes sortes possibles de groupes sujets. Donc, là, ici, on se limite à deux types de groupes sujets. Le groupe nominal, bon, je n'y reviens pas, on en a déjà parlé, et puis le pronom personnel. Hein, exemple, il distribue le courrier. Alors, il y a d'autres types de sujets possibles, hein, mais on les verra plus tard, dans la deuxième partie. Ensuite, le groupe verbal, donc, qui se compose d'un verbe et de plusieurs constituants. Alors, bien entendu que la description que j'avais donnée tout à l'heure avec vous vous souvenez, les différents types de groupes verbaux, groupe nominal, verbe plus groupe nominal prépositionnel, etc. Partout où on a groupe nominal, dans la description de ces structures de groupes verbaux, on peut avoir un pronom. Un pronom, il a la vocation de remplacer un groupe nominal. Ça n'empêche pas, si vous voulez, de noter tout de même cela de cette façon. Simplement, on rappellera que partout, un groupe nominal peut être remplacé par un pronom. Donc au lieu d'avoir le facteur distribue le courrier, on pourra avoir le facteur le distribue. Le facteur parle à son collègue, on pourra avoir le facteur lui parle. Le facteur distribue son courrier à ma voisine, on pourra avoir le facteur le lui distribue, etc. Alors, une précision sur cet exemple, le facteur va à Paris. C'est une précision importante, parce que là aussi, il peut y avoir des divergences d'analyse, mais là, il n'y a pas à hésiter. Vous pourriez être tenté de dire à Paris, c'est un complément circonstanciel de lieu. Pourquoi ça n'est pas le cas ? On a vu tout à l'heure que les deux propriétés du complément circonstanciel, c'est qu'on peut l'enlever et qu'on peut le déplacer. Est-ce que j'ai une phrase correcte si je dis le facteur va ? Non. À Paris, le facteur va, ça ne marche pas non plus. D'accord ? Donc, ces propriétés montrent que à Paris fonctionne comme un complément d'objet indirect qui fait partie du groupe verbal. Je vais revenir sur ce point dans un instant. Voilà. Alors, le point à retenir, le point à comprendre pour comprendre la notion de complément du verbe, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, c'est que le complément d'objet du verbe, il est toujours lié au sens du verbe.
Ça va nous permettre non seulement de faire la différence avec le complément circonstanciel, mais aussi avec la notion d'attribut. Le complément d'objet du verbe, il est lié au sens du verbe. C'est-à-dire que si j'utilise le verbe aller, le sens de aller, c'est passer d'un endroit à un autre. Donc, lorsque je dis je vais quelque part, l'idée de mentionner le lieu où je vais est impliquée par l'idée même d'aller. Aller, ça veut dire aller quelque part. Donc, il y a l'information du lieu où je me déplace est prévue par le sens du verbe aller. Bon, je prends ici l'exemple du verbe boire. Le verbe boire, il oblige à avoir comme complément d'objet direct des boissons, des choses qui se boivent, de l'eau, du café, du vin, de la bière, tout ce que vous voulez. Bon. Mais si vous avez une phrase comme il boit ses paroles, il boit ses paroles, ça veut dire, je ne sais pas, je le précise peut-être pour certains d'entre vous qui n'ont pas cette idée, c'est quelqu'un qui boit les paroles d'un autre, ça veut dire il l'écoute et il est en admiration. Voilà, donc on dit, c'est une expression imagée en français, hein, il boit ses paroles. Bon. Le fait que ça produise une expression imagée vient du fait que le complément n'est pas, va au-delà de ce qui est normalement prévu par le sens du verbe. Bon. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose du point de vue sémantique qui lie le sens du verbe à son complément. Mais dans le cas du complément circonstanciel, je n'ai pas cette relation. Si je dis le facteur travaille à Paris, l'information, le verbe travailler, il n'impose pas du tout qu'on précise où on travaille. À la place de « il travaille à Paris », j'aurais pu dire, au lieu de donner une indication de lieu, j'aurais pu donner une indication de temps. Il travaille ce matin. J'aurais pu dire une cause. Il travaille parce qu'il est obligé, etc., etc. L'information donnée par le complément circonstanciel, non seulement elle est totalement indépendante du sens du verbe, mais en outre, ce qui est lié, hein, elle est indépendante du sens du verbe et elle est complètement contingente. On peut la remplacer par n'importe quelle autre information. Hein, c'est ça qui fait la différence fondamentale entre le complément du verbe et le complément circonstanciel. Le complément du verbe, complément d'objet direct ou indirect, est impliqué par le sens du verbe. Quand je prends le verbe parler, je parlais à quelqu'un, parler, c'est s'adresser à quelqu'un. Donc quand je précise à qui je parle, je ne donne pas une information en plus, etc., qui n'a aucun rapport avec le sens du verbe parler. Je dis quelque chose qui est impliqué par le sens même du verbe parler. Et c'est ça un complément de verbe. Bon. Mais lorsque j'ai un attribut, un verbe attributif, comme dans Alice est grande, le verbe ici, être, évidemment, il a un sens très difficile à définir, il a un sens extrêmement général. C'est un outil grammatical, au fond, être, dans cette construction. Eh bien, vous voyez bien que du coup, on ne peut plus du tout raisonner en termes de complément avec un verbe, puisque la notion de complément, elle vient de l'idée que le sens du verbe implique certaines précisions. Si j'ai un verbe qui n'a pas de sens assignable, je n'ai pas de complément. Hein. D'où la notion d'attribut. Hein. Et avec ces deux possibilités d'attribut, que sont l'attribut adjectival, comme dans Alice est grande, ou l'attribut nominal, hein, comme dans Alice est une bonne avocate, ou ici, le groupe verbal est une bonne avocate, est formé d'un verbe et d'un groupe nominal, le groupe nominal ayant la fonction attribut du sujet Alice. Donc, il faut bien distinguer ces deux types de groupes verbaux, les groupes verbaux qu'on appelle à complément d'objet, qui se construisent avec des compléments d'objet, directs ou indirects,
ou alors même plusieurs compléments d'objet. Et puis les groupes verbaux attributifs, qui ont d'autres propriétés, etc. Alors il existe d'autres verbes attributifs que le verbe être, mais on verra ça plus tard. Alors je termine avec la fonction circonstancielle, le groupe circonstanciel. Bon, j'y reviendrai plutôt, je vais arrêter ici parce que je vais là vous donner des détails sur cette notion de complément circonstanciel et je vois que là l'heure est complètement est terminée, donc je commencerai par là la semaine prochaine. Est-ce que vous avez des questions là? Non? Eh bien très bien, je vous remercie de votre attention et je vous dis donc à la semaine prochaine. Donc même heure, même lieu, hein, puisqu'on n'a pas le choix.